Bonjour et bienvenue à D12 Échanges, ma série d'entrevues où je jase de jeux de rôle avec les joueuses et les joueurs du podcast des vainqueurs et des vaincus. Je suis Phil et cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec mon ami Alexis Godet. Salut Alexis, comment ça va? Ça va super bien. Puis toi, Phil, comment tu vas? Numéro 1, les petits flocons volent dans l'air et je suis fébrile à l'arrivée de Noël. Ah, ben moi aussi. Moi aussi, c'est une magnifique saison pour jouer à des jeux de rôle. Ah ben oui, hey, écoute, quand tu commences à faire froid, on dirait que ça éveille le rôliste en moi. Oui. Je sais pas pourquoi. C'est comme une association hiver-jeu de rôle qui est très forte dans ma psyché. Alexis, toi et moi, on a commencé à jouer sur la même partie environ autour de justement 2017-2018 avec LP comme DM, Charles Elliott, Étienne, Tony, t'es à la table. Mais toi, est-ce que c'était ta première expérience de jeu de rôle, cette game-là? C'était ma première expérience de retour dans l'univers des jeux de rôle. Mais tu sais, on s'entend, j'avais joué à des jeux de rôle beaucoup au primaire, au secondaire. J'ai toujours aimé ça. Est-ce que Puis il y tu a as eu un joué à gros... D&D au primaire, au Ouais, secondaire? c'était principalement D&D, la version 3.5. OK. Qu'on comprenait pas encore assez à cette époque-là. Effectivement, je veux dire, c'était les rouages étaient assez complexes, puis des fois, c'est difficile de saisir l'essence de toutes les règles. Là. Il était beaucoup moins user-friendly, puis on finissait par se perdre un peu dans les règles, puis tout le monde finissait par laisser la game à l'abandon après comme 3-4 séances. Un grand classique. Oh, ouais. Te rappelles-tu, c'était quoi ton premier personnage? Oui, OK, c'est mon quoi? premier personnage en 6e année primaire dans un parascolaire, elle s'appelait Cora Sumaro. Je m'étais fait une halfling OK. qui était rogue, ma foi. Halfling Rogue. Ouais, Tu jouais aussi un rogue là, dans la partie qu'on a joué ensemble là, en ouais. 2017-2018, le très sympathique Ramundo Elfelson. Oui, Est-ce que c'est une classe de prédilection, le rogue? oui. Je pense que ce serait ma classe de prédilection. C'est la classe que j'ai toujours préféré jouer. Tu sais, naturellement, puis même quand je joue à des jeux vidéo, etc., j'ai toujours été plus rogue, sneaky, chasseur de trésors, hein, tu sais. OK, c'est les embrouilles un peu là, qui t'intéressent dans cette Ben, histoire-là. les embrouilles, les trésors, les choses qui brillent, quoi. Ah ouais! Ben, c'était ça dans le temps qui me plaisait. Tu sais, je voyais tout le temps le rogue un peu comme un Indiana Jones que son but, c'est de pas se faire prendre. Si tu te fais pas prendre, il n'y a pas de combat. Ouais, OK. Éviter le combat le plus possible, là, c'était dans tes prérequis. Oui, puis c'est tu sais, un peu dans mes traits de personnalité aussi. J'essaie toujours d'éviter le conflit, éviter le combat. Fait que si on en parle, même si j'ai tort, on peut éviter le conflit. Oui, c'est vrai qu'on se retrouve souvent dans nos personnages d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est des facettes de notre personnalité qu'on exploite. Ben oui, mais comme même toi, là, avec le sympathique Mario Pellerin, Oui, qui est un conteur. un conteur, un barde, un artiste, quoi. C'est comme toi. Aussi dans les embrouilles, Mario Pellerin. Oui, ben regarde, c'est pour ça que nos personnages s'entendent si bien et nous de même. Oui, 100%. Mais dans un autre ordre d'idée, dans Des Vaincus, toi, tu joues un barbare qui est vraiment plutôt dans la confrontation, là, Chandré. Nuance. On pense que c'est un barde bord, mais c'est un fighter. Ah, c'est pas un barbare. Non, c'est un fighter. OK, ben merci de spécifier. Ça Moi, fait j'étais dans plaisir. l'illusion, Non, semble-t-il. non, en fait, je joue un full orc badass qui frappe avant de penser, mais c'est un fighter auquel j'ai adapté ses battle maneuvers parce que j'ai pris l'archétype de Battle Master. Qui a des manœuvres de combat spécifiques. Exact. Puis j'ai adapté ça en lui donnant des noms de prise de lutte parce que mon personnage est un lutteur. Donc, tu as donné une saveur propre à sa carrière, dans le fond. Là. Exact. Je comprends ça. On fait un peu la même chose du côté de la sauce. Donc, Oui, je viens de m'y remettre en passant. Très fan de votre produit. Je prendrai de votre sauce n'importe quand.
Justement, avec Chandré, Alexis, tu as multiclassé. Oui. Donc, tu as pris un niveau d'une autre classe qui n'était pas ta classe d'origine, ce qui fait que tu as des habiletés qui appartiennent à deux classes différentes. Je pense que tu es le seul dans le podcast qui a multiclassé. Je pense que oui. Je suis Ouais? le seul qui a multiclassé avec un niveau de barde. C'est quoi l'intérêt, selon toi, du multiclass dans D&D? Je pense que tout dépendant du héros que tu veux créer en bout de ligne, ça peut être bénéfique au niveau des stats, tu sais, selon ce que tu veux faire, puis tout. Moi, je l'ai fait pour un strict but de vrai roleplay. Dans le sens où ça t'amenait quelque part de plus spécifique dans ton personnage? Oui, ben en fait, comme j'ai fait un personnage de lutteur qui est comme pas dans aucun livre de Donjon Dragon. Non, effectivement. Mais tu sais, c'était pour donner la saveur années 80 au personnage. Comme j'ai fait un personnage de lutteur et que je suis un passionné de lutte professionnelle en général, ben les lutteurs, c'est pas juste du combat. Tu sais, c'est beaucoup de théâtre et de jeux de micro, etc. Donc, pour moi, ça prenait vraiment un niveau de barde, ne serait-ce que pour avoir des habilités comme Vicious Mockery ou Ouais, des habiletés oratoires un peu plus qui viennent complémenter tes habiletés de combat, tu sais. exactement ça. OK. Bon, j'ai peut-être pris mon niveau de barde trop tôt. Ah ouais, est-ce qu'il y a un bon moment pour multiclasser? Je pense que oui. Je pense qu'il faut saisir le bon moment. Moi, je l'ai peut-être fait trop tôt, ce qui m'a coupé d'un niveau essentiel de fighter, que là, j'aurais pu avoir mes 2 attaques, etc., etc., etc. Tu sais, je m'en suis rendu compte dans nos derniers combats, mettons, dans des vaincus, j'étais comme, ah, me semble que Ça t'aurait servi. ben, ça m'aurait plus servi que, mettons, le Riri 2 de Tasha, tu sais. C'est une habileté insoupçonnée. Ça peut servir à des drôles de moments. Ah oui, 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 oui. C'est juste que, tu sais, quand j'ai pris ce niveau-là, on était plus en moment roleplay. Fait que j'étais comme, ah, OK, c'est parfait. On est tout de suite tombé dans du gros combat sale. Puis j'ai fait, ah, me semble que, ah, ouais, j'aurais peut-être pu le prendre un peu plus tard. Puis pour les gens qui se demandent quel combat qu'on parle, ça s'en vient, c'est pas sorti. Oui, À j'en moins que dis vous rien l'écoutiez de plus. loin dans le futur, là, mais si vous l'écoutez à la sortie de l'épisode, c'est des épisodes qui sont même pas montés encore. J'en dis rien de plus. Puis est-ce que tu multiclasses souvent dans tes games ou ça tombe juste que tu l'as fait pendant le podcast? Puis... Jamais. En fait, pour le podcast, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort puis de faire un personnage que j'aurais jamais fait normalement. Ben oui, déjà, le fighter, on en parlait au début, tu sais, c'est à l'opposé de ton instinct de pas combattre, mettons. Exact. Surtout qu'il est Exact. un orc, là, qui a le sang chaud et bouillonnant. Oui, mais c'est un orc sensible. C'est ça qui est beau de Chandré. C'est un orc qui a comme un bon cœur. D'où le fait que il fit pas nulle part, tu sais. Il fit même pas Dans sa gang à lui. dans sa gang à lui. Fait que je trouve que ça crée une complexité au personnage. Parce que les gens s'en méfient parce que c'est un orc, mais les orcs sont comme, mais t'es pas digne d'être un orc. Donc, Il se retrouve entre deux chaises tout le temps. on se retrouve entre 2 chaises, mais une chance qui est bien entourée d'une méchante belle bande d'aventuriers. Oui, mais c'est vrai qu'il est sensible, tu sais. Dans l'épisode 4, là, il y a une discussion avec Monsieur Coutu, là, où on sent toute là, la tendresse là, de Chandré. Puis, juste après, tu jases avec Peter de lutte. Puis j'aimerais ça qu'on clarifie ça parce que toi puis Robbie, tu sais, je pense que les deux, vous êtes des fans aguerris. Puis vous parlez souvent, dans le contexte du podcast, là, de face, de heal. Est-ce que tu pourrais vulgariser un peu ce concept-là pour les non-lutteurs de nos auditeurs, Absolument. mettons? Absolument. En fait, le concept de face et de heal date de quand la lutte est vraiment devenue un gros show de télé. C'est dans les années 80, c'était plus juste un show populaire de sous-sol sous-sol d'église. d'église. En fait, c'est qu'il n'y avait pas une multitude de caméras comme aujourd'hui. Tu avais 1 ou 2 caméras maximum. Donc, le gentil, c'est le face, c'est lui que tu vois en face de la caméra, c'est lui qui va vendre le plus, c'est sa face qu'on veut voir. OK. Tandis que le méchant, on y voit les talons.
dans la caméra. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un heel. Ah! H-E-E-L. Moi, je pensais que c'était comme une anguille, mais... Non, le méchant, on le voit plus de dos, donc on y voit les talons. Fait que le langage est resté aujourd'hui. Donc, quand on désigne quelqu'un qui est comme méchant, qui n'est pas dans la faveur du public, qui se nourrit de se faire huer, c'est un heel. Donc, on ne va pas y présenter nécessairement de face parce que c'est pas le héros, c'est l'anti-héros, en fait. Fait que c'est une nomenclature de mise en scène, dans le fond, là. Oui, puis c'est resté pour justement, à cette heure, on en parle comme c'est l'archétype. Mais à la base, ça vient du langage de la mise en scène. OK, puis Chandray, de son background d'orc, est un heel dans sa ligue de lutte là, à l'église épiscopale. Oui, puis exemple, tu sais, moi qui vais voir souvent des matchs de lutte de sol d'église. Ouais. Mais comme on est au Québec, c'est très représentatif de la société puis de la culture dans laquelle on se trouve. Fait que pendant longtemps, puis encore aujourd'hui, dans certains sols d'église, les méchants, ben, c'est les gars de l'Ontario. C'est les anglophones. OK, puis ben Chandray vient de l'Ontario, donc encore... Exact. Fait que c'était un peu inspiré de ça. Puis hey, j'ai un souvenir quand j'étais allé voir un moment donné un bon match dans Hochelaga. Ben, tu sais, les lutteurs font exprès de se faire huer, tu sais. Fait qu'ils faisaient juste traiter les lutteurs francophones de frogs pour attiser la foule puis se faire traiter de toutes sortes de noms. Mais tu sais, exemple, tu vas leur parler après le show, puis ils sont plus en personnage, c'est des nounours, c'est les gars les plus gentils que tu peux parler ever. Tu sais, son chum avec tous les autres lutteurs, peu importe leur allégeance. Là, ils vont même souvent t'esquisser 2-3 mots en français, pareil, tu sais. Mais pendant qu'on est dans la lutte, là, penses-tu que la lutte, ça peut être considéré comme un jeu de rôle? Je pense que c'est un GN. Ouais? Ouais, je pense que ça peut être considéré comme un... Ben, tu sais, il y a le jeu WWW-RPG qui existe. Ben oui, qu'on a joué au Festival Draconis. Ouais. Ben, juste la facilité à laquelle ils ont transposé ça en jeu de rôle prouve que la lutte en soi est un jeu de rôle. Mais tu sais, le théâtre, est-ce que c'est un jeu de rôle? Hey, c'est une grande question philosophique. Est-ce que le théâtre est un jeu de rôle? Mais c'est qu'il n'y a pas de règles prédéfinies. La lutte, il y a quand même des règles au point de vue sportif. Oui, en fait, c'est un décorum parce qu'il n'y a pas de réelles règles. Ben, quand tu as 3 tapes au sol, tu finis, là. Oui, mais ça fait, tu sais, sauf que les 3 tapes, on s'entend, il y a bien des matchs que c'est censé être 3 tapes, puis tu vois qu'à la dernière, il se retient parce que c'est pas ça qui est scénarisé, puis miraculeusement, ça se lève. Ouais. On pense souvent à tort que l'arbitre, c'est lui qui fait respecter le règlement, mais c'est autant un lutteur que les autres, là. Mais, non, l'arbitre, en fait, c'est un canal de communication entre la production et les lutteurs. En quel sens, là? Exemple, il va se faire dire de quoi sur le coin du ring par un stage manager, mais lui, il va aller le dire au lutteur du genre, il vous reste 10 minutes. Ou. Pouvez-vous faire toffer ça encore plus longtemps? Ouais, pouvez-vous faire toffer ça. Puis, finalement, là, selon la réaction de la foule, on a décidé qu'on allait changer de gagnant. Ça se peut. Ah ouais, puis c'est l'arbitre qui cale ces shots-là. C'est l'arbitre qui va aller le communiquer. Parce que c'est la production qui cale ces Mais l'arbitre le cale au lutteur dans le ring. Exact. Ah! Exact. Donc, c'est un peu le porte-parole de la production. C'est un rôle très important, puis qui a un rôle en soi lui-même. Tu sais, je veux dire, ils ont des personnages. Oui, parce que tu peux avoir, je suppose, comme à l'impro, des arbitres méchants, des arbitres gentils. Seulement des arbitres peureux. Ça, c'est mes préférés. Des arbitres peureux là, qui sont comme « Ah non, ne m'attaquez pas! » Pendant que l'autre va faire une triche, puis il va l'attaquer. En tout cas, bref. Ben non, mais écoute, moi, je trouve ça super intéressant. Mais revenons-en à D&D. Oui. Après avoir parlé de type d'arbitre, toi, Alexis, t'es quel type de joueur autour de la table? Ça dépend de ma psyché du moment. Ben oui. Des fois, je suis vraiment un joueur plus actif. D'autres fois, je suis plus un joueur passif. Un peu comme en impro. Tu sais, des fois, je vais être plus secondaire ou principal. Quand je vois que ça ne me concerne pas, je ne vais pas prendre la parole à tout prix. OK. C'est comme là, je joue un tank. Tu sais, dans la nomenclature, un tank, c'est le personnage qui va prendre les coups puis
Ouais. qui Protéger va le reste du rentrer dans le groupe. tas, il va protéger le reste du groupe. Ben, en combat, je suis plus actif que, mettons, quand il y a des grandes enquêtes et tout. OK. Je pense qu'il y a des shots où je m'implique plus, des shots que je m'implique moins. Puis j'ai remarqué que ça dépendait des fois de mon niveau de fatigue au travers de mon boulot et ces trucs-là. Ben, il y a un humain en arrière du personnage, pareil. Hein? Exact. Mais tu sais, quand je fais la réflexion à savoir est-ce que je suis pas assez impliqué ou trop impliqué, ben, je me suis rendu compte que souvent, c'est directement lié. À ton humeur personnelle. Ouais. Puis souvent, ben, à un moment donné, pendant la game, ben, je reprends le fil, même si au début, je suis un peu plus passif. OK. Est-ce que tu as déjà été DM, Alexis? Pas ce que je sache, mais en fait, j'aimerais beaucoup être DM, mais on dirait que je me fais passer confiance. J'ai peur. J'ai peur. Ouais, mais c'est parce que j'ai peur de DMer du monde qui connaissent plus le jeu que moi puis que ça crée des malaises. Ah oui, ben écoute, j'ai l'impression que des gens, tu sais, surtout les amis qu'on a autour du podcast, tu sais, sont très permissifs, là, disons, sur le DMing. Là. Absolument, sauf que, exemple, tu sais, je me verrais DMer des jeux non D&D. Ah ouais, OK. Tu sais, des jeux de rôle inspirés d'eux. Mais tu partirais sur une base propre à toi. Je partirais sur un homebrew, un one-shot d'une autre affaire qui pourrait être intéressante. Mais à date, j'ai juste trouvé des jeux impossibles. Puis des affaires super trop tough. Fait que ça m'a freiné. Mais là, je suis sur un élan où j'ai plus envie de créer un one-shot prochainement. Initiation en tant que DM, ça s'en vient. Oui. Fin 2022, début 2023. Oh, oui. Puis je vais vouloir qu'on l'enregistre pour le podcast, là. Ben, pas de problème, Alexis. Absolument. Là. Ça va être super le fun. C'est comme Charles Elliott aussi qui s'est essayé à DMer dans le contexte du podcast avec Garde Academy, dans lequel tu as joué Jessie Chassé. Jessie Chassé, dans la première mouture, qui était un poltron, mon Dieu. Le pire aventurier, en fait. Même pas un bon garde, mais mon Dieu que j'ai eu du plaisir à jouer ça. Oui, mais si on se rappelle, pour mettre les gens en contexte, tu es arrivé, je pense, dans les épisodes, puis tu as passé comme un épisode au complet inconscient. Oui. Tu n'étais pas très utile au sens mécanique, mais tu es arrivé avec l'histoire du baptême de ta fille. Fallait vraiment que je retourne à la maison, puis je me suis dit, tu sais, le but, c'est qu'on joue des gardes, tu sais, même pas des aventuriers, rien. Fait que moi, dans ma tête de jobber, il n'y en a pas de magie. Il n'y a personne qui va m'attaquer. Je vais aller livrer, je vais aller faire ce que j'ai à faire, je vais revenir, puis ça va être parfait pour le baptême de ma fille. Fait que j'ai vraiment super roleplay, puis ça a été inutile. Là. Ben non, c'était pertinent. Moi, je trouve, tout le layer, justement, là, du baptême de ta fille, ça a comme relancé Charles Elliott dans ses histoires, puis il a comme intégré ça. Et je pense qu'il y a un épisode au complet, c'est quasiment ça, le baptême à ta fille, tu sais. Oui. Oh oui, ben vers la fin, c'est malade. Ça, mais j'ai adoré faire cette série-là. Mais tu sais, le premier épisode, vraiment, tout le monde a fait « Ah, OK, il joue vraiment juste un garde. That's it, that's all. » Mais à la lumière de ça, tu sais, qu'est-ce que tu penses qui est l'importance du backstory dans une game? Parce que, en fait, t'as pas fait grand-chose sinon d'apporter ton backstory. Puis t'as eu énormément de plaisir quand même. Un peu comme toi, je pense que je suis un grand fan de vrai roleplay. Oui. Genre, le backstory, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est tout ce qui va donner la saveur au personnage et intrinsèquement à l'histoire. Est-ce que tu commences ta création de personnage par le backstory ou tu finis avec en mettant des épices? Les deux. OK. Ces temps-ci, quand je me fais, mettons, des personnages fictifs, en fait, j'essaie de me créer une affaire hors de ma zone de confort ou une affaire qui se peut pas. Mais qu'en roleplay, c'est incroyablement drôle et amusant à jouer. Mais statistiquement, ça se peut pas. Puis après ça, je vais rajouter des layers de backstory pour comment on en arrive à un personnage comme ça. Exemple, quand on a fait le Festipod, oui. J'ai fait un gnome barbare. C'est naturellement pas quelque chose qu'on retrouve souvent dans Donjon Dragon. Ouais, c'est un personnage qui est comique un peu en partant, tu sais. Ouais, puis après ça, ben, je me suis juste dit, OK, ben ça, c'est une anomalie. Ce gars-là, c'est un petit cube. Toute petite personne vraiment trop cote.
Puis je me suis dit que ça, c'était assez pour avoir un excellent backstory pour notre one-shot. Ben, surtout pour un one-shot, hein, tu sais, des fois, là, t'arrives avec pas grand-chose, puis ça fait la job, t'as pas le temps d'en dire beaucoup de toute façon, tu sais. Il y a un personnage qui me fait rire, que j'ai envie de faire un jour, puis je trouve que ça serait parfait pour un backstory. J'imagine un sorcerer qui croit pas en la magie. OK, mais pourquoi il est ensorceleur? Il sait pas. Tout ce qu'il casse, il va essayer de trouver une raison autre. Il va dire, ah non, mais il y a une affaire de physique avec ça. Non, la magie, ça n'existe pas. Arrêtez ça. C'est comme le sorcerer sceptique, là. Non, il est super sceptique de lui-même, qui fait comme, je sais pas trop ce que je fais, là, mais j'ai vu assez de shows de magie pour vous dire qu'il y a des trucs, là. À un moment donné, je vais trouver ce qui se passe, là, mais c'est sûr que c'est pas de la magie, ça n'existe pas. Hey, là, c'est dur de nier la magie, là, dans un monde comme D&D, par exemple. Absolument, mais je trouve quand même que c'est hilarant. Oui, c'est très drôle comme prémisse. Effectivement. Ben oui, le backstory, franchement, c'est ce que j'aime beaucoup de l'édition 5, c'est qu'il y a beaucoup plus de poids qui est donné au backstory. Oui, vraiment. Puis ça aide à créer de la profondeur dans les personnages. Ayant étudié en écriture scénaristique, oui, le backstory pour tout est tellement important, même pour des figurants. Quand ils nous apprenaient ça dans nos cours, de créer des backstories jusqu'à des figurants. Ben, ça donne des motivations, tu sais. Ça donne du contenu, ça crée une complexité. Chaque personnage devient unique avec un backstory. Ben, merci pour ce plaidoyer en faveur du backstory. Et c'est maintenant le moment de cette nouvelle section ridicule que j'ai apportée dans mon entrevue. C'est la section du magazine Cool. Ah, j'adore. Donc, j'ai quelques questions pour toi tirées du magazine Cool. Alexis, es-tu plus skills ou es-tu plus spells? Je suis plus skills. OK, pourquoi? Parce que, on dirait, je sais pas, c'est trop de gestion. De la magie. Là, tu joues autour de l'intimidation, puis du stealth, puis... J'aime beaucoup jouer avec la persuasion, avec le deception. Ben, tu sais, quand je joue Rogue, c'est sûr et certain, ou l'intimidation. Je suis plus dans l'art oratoire que dans les spells. OK. Ben, je comprends. C'est une position qui se défend très bien. Ensuite, quelle vedette aimerais-tu voir jouer à D&D? Mon Dieu, il y en a tellement, là. Ben, il y en a une que je rêvais de voir, puis c'est arrivé dans un podcast de D&D. OK. C'était Jeff Goldblum. Oui, qui joue notamment dans Jurassic Park. Exact. Qui joue dans une campagne américaine de D&D qui s'appelle Dark Dice. OK. Et c'est incroyable parce que c'est quelqu'un qui est comme un peu à l'ouest. Tout le temps, c'est comme si chaque affaire de la vie l'émerveillait puis qu'il découvrait tout le temps quelque chose de nouveau. Parce qu'il est de même, puis son personnage est de même. C'est incroyable. Puis, c'est-tu bien prêté au jeu ou... Vraiment, okay. vraiment. Mais tu sais, j'ai pas tout écouté la campagne parce que à un moment donné... Des épisodes de 4 heures, tu sais, ça fait. Ça va, mais c'est vraiment ce que tu penses que Jeff Goldblum ferait en jouant à Donjon Dragon. Il est comme un peu comme and this is a brick. Yes, okay, I'm touching it. And OK, je vois le genre. Il est exactement ce qu'il est. Ça me fait mourir de rire. Il y en a plein que j'aimerais voir jouer à Donjon Dragon, mon Dieu. Dans le québécois, mettons. Ouais, au niveau plus local. Au niveau plus local. Hey, wow. Mais c'est parce que c'est déjà arrivé. C'est ça l'affaire. C'est toi, que les gens que t'aimerais voir jouer à D&D, ils ont déjà joué. Mais tu sais, genre, Normand D'Amour, il a joué à D&D. Ben oui, il a joué souvent. Oui, il a fait la game de D&D avec les appendices. T'sais, sinon, ça aurait été genre les appendices. Les Denis Drolet jouaient à Donjon Dragon, ça s'est vu aussi. Ça, je trouverais ça incroyable. Tu sais, c'est des humoristes de l'absurde, ils ont tellement l'imaginaire pour jouer à ce jeu que... Mais j'ai l'impression que, mettons, t'as les Denis qui jouent à D&D, c'est rough sur le DM, tu sais. C'est sûr que c'est rough sur le DM, mais tu sais, imagine, OK, les frères Saucier joués par les Denis Drolet. Comment? Hey, moi, je pense qu'après 3 épisodes, c'est ça, ça dérape.
Mais tu sais, il y en a beaucoup là, que j'aimerais voir, tu sais, ne serait-ce que beaucoup de gens du milieu de l'humour que je trouve que ça se prête très bien. Mais écoute, je t'en demanderai pas plus, Alexis. Là, je pense qu'on a quand même nommé des vedettes pour la peine. Regarde, je peux t'en shooter 1000. Je vais continuer avec ma dernière question de ma section du magazine Cool. OK. Ton alignement préféré pour le week-end? Pour le week-end, chaotique, neutre. Le week-end, OK. c'est chaotique. J'aime pas faire trop de plans d'avance. Fait que, tu sais, c'est comme, je m'en résous au chaos. Il arrivera ce qui arrivera. Il arrivera ce qui arrivera. Je suis en fin de semaine. Ça peut bien virer comme ça peut mal virer parce que t'es neutre. Exact. Fait que tu te laisses la porte ouverte aux méfaits. Là. Oh, on sait jamais. Sait-on jamais. Toi, Alexis, quand tu joues à D&D, c'est quoi qui t'influence dans ta création? Est-ce qu'il y a des films, il y a des livres, d'autres podcasts qui viennent nourrir le feu de ta création? Quand je joue à D&D, en fait, je me prépare pas tant que ça. Tu te prépares Ouais, pas. j'aime plus m'adapter sur le moment. Dirais-je que c'est un réflexe peut-être mauvais de joueur d'improvisation, OK. de m'en résoudre à l'instantanéité, puis de me mettre, mettons, dans la peau de mon personnage, puis de faire, OK, comment lui il réagirait, pas comment Alexis réagirait, mais comment le personnage réagirait. Je comprends ça totalement. On vient tous un peu de l'impro, puis c'est une optique dans laquelle je peux facilement me mettre. Mais quand tu crées le personnage, quand tu inventes des bonhommes... Dans le cas de Chandray, mettons, j'ai été très influencé. En plus, quand j'ai créé Chandray, j'étais en train d'écouter la série Glow, OK. qui est une série sur les Glorious Ladies of Wrestling, où c'était des femmes qui avaient leur propre spectacle de lutte aux États-Unis dans les années 80. Puis c'était une époque où il y avait des gros archétypes de lutteurs, tu sais. Les méchants, c'était les Russes, puis les patriotiques américains, c'était les gentils. Puis on dirait que ça m'avait quand même beaucoup influencé à cette époque-là. Pour des personnages, n'importe quel spectacle de lutte peut amener des archétypes intéressants comme personnages. Oui, parce les que personnages sont tellement colorés, sont tellement gros. Tout est exagéré, donc c'est vraiment facile d'aller saisir des éléments. Fait que c'est une belle source d'inspiration pour toi. Ouais, sinon, les jeux vidéo aussi peuvent inspirer à donner du flavor à des personnages, etc. T'es-tu un gamer? Quand même, à mes heures. Puis tu joues-tu expressément des RPG ou tu games d'autres types de jeux? J'aime beaucoup les RPG, ça c'est sûr, ça va de soi, mais je joue vraiment à des jeux très diversifiés. Alexis, comme tu le sais, ça fait maintenant 2 ans là, qu'on a amorcé ce projet de podcast de jeux de rôle. Ouais. Tu as pu remarquer que jouer dans le contexte du podcast, c'est pas la même chose que jouer pour le plaisir dans un sous-sol pendant 8 heures de temps. Comment est-ce que cette façon-là de jouer, ça a changé ta conception du jeu? Ben, tu sais, quand on enregistre, c'est un peu comme si on entrait en scène, c'est comme donner un spectacle un peu, mais on l'enregistre. Oui, exactement. On dirait que je mets de côté peut-être des réflexes de juste jouer pendant 8 heures pour le bien d'un enregistrement, donc d'être un peu plus à l'écoute, de voir est-ce que ça va être bénéfique pour le groupe ou whatever, est-ce qu'on fait un trop gros clair. En tout cas, on dirait que mon cerveau est un peu plus allumé du côté mise en scène, donner un show quand on enregistre que quand on fait, mettons, notre game que ça fait 6 ans qu'on joue puis que là, on est un peu plus ad-lib. Ouais, dans le contexte du podcast, c'est sûr que c'est plus dirigé, tu sais. Il faut que l'histoire avance entre le début et la fin de l'épisode. Tu peux pas faire 1 heure de rien. Là. Oui, puis tu sais, j'essaie de vérifier mon débit en parlant, de pas prendre trop de pauses, pas de puis c'est pas, c'est comme un réflexe de radio et de mise en scène et d'écoute un peu. Oui, jouer avec le micro, Ouais. hein, c'est un défi qu'on a eu dans la première année beaucoup, là, de s'adapter à toujours prendre la parole à la bonne place. Exact. Donc, c'est comme à mi-chemin entre un match d'impro puis un show de radio, puis c'est d'avoir des bons skills des deux. Ben, c'est bien résumé. Et pour terminer, Alexis, quels défis t'attendent pour l'année prochaine? En fait, quels défis attendent toi et Chandray pour 2023?
personnellement, m'a donné encore plus au jeu de rôle, puisque c'est la chose qui me passionne le plus depuis plusieurs années. Donc, m'accrocher à OK. ça. Et pour Chandra, je dirais que son défi va être de trouver son identité propre. OK. Qui est de se définir en dehors des orques, en dehors des lutteurs. Exact. Avant d'être le lutteur, d'être Chandra, mais avant d'être un orc, d'être surtout Chandra. Je pense qu'au travers de cette aventure-là et au travers de l'amitié, il va être capable de se trouver. C'est fort le pouvoir de l'amitié quand même. Je pense que oui. Bien, merci Alexis. C'est ce qui conclut notre 12 échanges. Mais ça a été un plaisir. J'ai adoré notre 12 échanges. Ce fut un plaisir partagé. J'aimerais remercier tous nos auditeurs et je vous dirai à la prochaine pour un autre épisode des 12 échanges.